Vendredi 21 avril et samedi 22 avril 2023, la librairie Ombre Blanche, la Cinémathèque de Toulouse et le CNAP, Centre national des arts plastiques, organisaient 2 journées de rencontres et de projections de films autour de 2 écrivains et penseurs allemands, Günther Anders, auteur d'un unique roman dystopique, La catacombe de Mollussie, et Ernst Jünger, auteur d'un récit autobiographique sur la Grande Guerre, Orage d'acier. À cette occasion, samedi 22 avril, la librairie Ombre Blanche accueillait le cinéaste Nicolas Ray, réalisateur du film Autrement, la Mollussie, et la critique d'art responsable des collections audiovisuelles et nouveaux médias au CNAP, Pascal Cassagno, à propos de Günther Anders. Ravi de vous accueillir ce matin. Voilà, un matin un peu gris, c'est normal. Nous sommes dans ces 2 jours du rouge et du gris. Je crois que le rouge, c'était hier soir, et c'était pas vraiment la couleur dominante, c'était plutôt le vert la couleur dominante. Mais bon, le rouge, c'est ce qu'il y avait derrière. C'est la colère, voilà. Et c'est l'angoisse, c'est la colère, et puis c'est surtout tout sauf la résignation. Et Günther Anders, c'est quelqu'un qui a porté la volonté de résister jusqu'au bout, 90 ans de résistance et de non-résignation à ce qui se profilait avant la guerre et à ce qui s'est profilé après la guerre, et particulièrement cette nucléarisation du monde contre laquelle il s'est élevé, battu, et pour laquelle il a été finalement reconnu assez tardivement. Je vais vous laisser en discuter à propos de cette catacombe de Mollussie. Dire que malheureusement le traducteur, un des 3, je crois, traducteurs de ce livre, qui est à Nantes, son prénom, c'est David, Christophe David, c'est ça. Christophe David n'a pas, à Rennes, il est, pardon, c'est ça. Je crois qu'il est à Rennes, oui, qu'il n'a pas. Ah bon, il est en d'accord. Voilà. Donc il n'a pas pu se rendre à notre invitation. Alors, la 3e traductrice vit en Norvège. Ah bon, bah, décidément, voilà. Désolé, il serait venu, mais là. Il y a une forme d'internationalisation du monde. C'est un peu ce qu'on voyait chez quelqu'un comme Watkins. Hein, voilà. Oui, oui. Et on est peut-être dans des voisinages. Alors ce nous, c'est la Cinémathèque, la librairie, le CNAP. Peut-être en 2 mots, pour quelles raisons il y a eu cette collusion entre 2 esprits si radicalement différents, si radicalement opposés que sont Jünger et Anders. Lors d'une conversation, Pascal, que nous avons eue, je crois, en début d'année, vous m'avez fait part de votre éblouissement devant le travail de Nicolas Ray et ce film que nous avons vu hier soir. Sans doute pas assez nombreux, mais bon, voilà, il y a des gens qui auront été émerveillés, je crois, hier soir. Émerveillé n'est pas le terme, saisis dans le saisissement par cette heure et demie de film, de catacombe, de Anders Mollussia, et puis Ernst Jünger. Et quand vous m'avez parlé de ce film, très vite, j'ai dit mais c'est incroyable, ça me rappelle ce que, pour moi, un des grands éblouissements, des derniers grands éblouissements de ces dernières années, le film que vous verrez, j'espère, ce soir, aussi nombreux que possible, à 16h, c'est ça ? À 16h à la Cinémathèque, qui est Le Rouge et le Gris, d'après Orage d'acier, c'est une lecture d'Orage d'acier par François Lagarde et Christine Baudillon, qui a terminé ce film, que malheureusement interrompu par le décès de François Lagarde. Et tout de suite, vous m'avez dit, mais oui, ce sont des démarches artistiques importantes sur des textes, des textes importants de la littérature allemande, évidemment, dont les contenus sont évidemment opposés, mais je vous laisserai en parler. Voilà. Et donc nous avons, avec vous, Pascal, et avec Franck, monté ce week-end, qu'on aura tant bien que mal autour de la littérature, autour de traduire l'allemand aussi. Et hier soir, d'ailleurs, il a été question de ces effets de traduction, comment lire les sous-titres. Bon, on va faire tout le débat. En tout cas, voilà, le CNAP, nous le remercions, Franck et moi. Pascal, vous êtes chargé, vous, des acquisitions de films au CNAP. Le film de François Lagarde est dans les collections. Il est dans les collections du CNAP, c'est ça. Oui. Voilà, donc merci d'avoir permis cette... On a aussi soutenu régulièrement, enfin, en tout cas,
Norvège, Bon, le travail aussi de Nicolas. de Nicolas. Et quant à Nicolas Ray, peut-être vous le présenterez un peu. Voilà. Et j'espère que ici tout le monde a vu le film hier soir, ou non, peut-être pas. Presque. Non, ah non. Ah, là, il faudra. Voilà, il va falloir. Il faudra attendre il faudra attendre la prochaine fois. J'espère qu'il y aura une prochaine fois. Je pense que Franck. Allez, on se débrouillera. Voilà. Bon, Oui, allez, oui, oui. à vous, parce que qui commence? C'est vous? Peut-être de dire que effectivement, puisqu'on parle de non-résignation et de résistance, etc., il est certain que le hasard fait bien les choses, mais cette œuvre de Anders, qui est voilà forte quand même de presque plus d'un demi-siècle, etc., tombe un peu assez précisément bien dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Parce que ça, il ne faudra pas l'oublier non plus. C'est-à-dire qu'on avait évidemment imaginé ces événements, mais là, dans l'écho de la situation politique et sociale qu'on vit aujourd'hui et les grèves, etc., je trouve que c'est une coïncidence formidable parce qu'on va en reparler. Ce livre continue à produire une analyse et à donner des outils voilà, conceptuels et autres pour nous aujourd'hui. Donc c'est important peut-être en permanence de faire ce va-et-vient entre le passé et le présent parce que cette œuvre, elle se charge de plus en plus du présent, de notre présent, du présent du monde. Donc c'est ce qui en fait évidemment sa force, comme toute grande œuvre, évidemment. Et avec une portée effectivement universelle. Voilà, c'est ce que je voulais dire en préambule. Et effectivement, hier et aujourd'hui on les imagine comme une sorte également de proposition pour le présent que nous traversons. Voilà, je te passe peut-être tout de suite la parole, peut-être pour revenir sur le film d'hier, même si certains ne l'ont pas vu, mais ce serait peut-être une introduction au livre. Enfin, et après on peut reparler d'Anders plus précisément et lire des textes. Oui, ou peut-être Voilà, je vais redire un petit peu comment j'en suis arrivé à... Ce que tu as fait aussi avant, peut-être, on va te présenter. Non, parce que voilà, tout ce travail s'inscrit dans un long travail aussi. Et puis également en dehors de ta propre œuvre, ce que tu défends et ce que tu fais aussi avec le collectif L'Abominable. Enfin, ça, je pense que c'est important. Mmh. Oui, peut-être dans un deuxième temps, on parlera de ça. Je voudrais peut-être commencer par dire ce qui m'a raccroché à ce roman. Voilà, c'est peut-être la première fois que vous venez à une rencontre dans une librairie avec quelqu'un qui n'a pas lu le livre. Ou alors peut-être pas, mais d'habitude on vous le dit pas. Non, juste raconter que donc, en fait, j'ai découvert l'œuvre d'Anders à travers le premier tome de l'obsolescence de l'homme, qui regroupe beaucoup d'écrits de sa pensée de critique de la technologie et de la technique. Qui a été publié en 2000, je pense, et que du coup, dans ce livre, qui développe sa pensée, il fait référence donc à ce pays, la Mollussie, régulièrement à travers des anecdotes ou des fois des qualificatifs. Voilà une histoire bien mollussienne, etc. Et du coup, c'est une note de bas de page qui explique que donc Günther Anders a écrit ce roman, La catacombe de Mollussie, qui se passe dans ce pays imaginaire et qui met en scène des prisonniers dans le noir. D'un État totalitaire, d'un État fasciste, qui se racontent des histoires et de génération de prisonniers en génération de prisonniers se transmettent, on va dire, la vérité, la possibilité de la résistance, en fait. En une infinité de fables qui sont autant d'analyses du processus totalitaire, du processus fasciste.
Et donc, comme j'étais très intéressé par la pensée d'Anders sur la technique, j'étais immédiatement très très curieux de savoir ce qu'il avait pu écrire à propos du fascisme. Mais ce livre, on pouvait le trouver en Allemagne. Il a été publié en 92, c'est-à-dire l'année de la mort d'Anders. Ce livre a une destinée assez étonnante parce que Anders l'a écrit entre 1932 et 1936, au départ en Allemagne et puis après en exil en France, puis je ne sais plus s'il l'a terminé à Paris ou s'il était déjà aux États-Unis. Mais c'est toute cette période avant la guerre. Et il n'a pas réussi à le publier. Il a cherché à le publier. Il voulait le publier comme une œuvre à la fois théorique, philosophique, de fiction et d'action, quoi. Il n'a pas réussi à trouver un éditeur. Et ensuite, après-guerre, il a considéré que c'était trop tard. Il a considéré que ce livre n'avait plus de sens, qu'il avait été écrit à un moment historique bien particulier pour répondre à une situation, et que du coup, ce n'était plus pertinent. Et donc, il a gardé le manuscrit. Il a quand même, à un moment dans les années 70, il a voulu le retravailler, et puis il a abandonné. Et puis ce n'est vraiment qu'à la toute fin de sa vie que ses amis, et ce que je vous raconte d'ailleurs est extraordinairement relaté dans la postface qui suit le roman dans cette édition. Il y a un colloque à Vienne sur l'œuvre d'Anders et on lui demande de lire des extraits. Parce que naturellement, tout le monde sait que Anders a écrit ce livre et personne ne l'a lu, mais bon, Anders accepte de confier le manuscrit pour qu'il y ait une lecture d'extrait à ce colloque. À la suite de ça, évidemment, tout le monde est encore plus intéressé et friand du bouquin, quoi. Les gens disent waouh, mais ce livre quand même, il faut le publier. Donc son meilleur ami, enfin je sais pas, ou son exécuteur testamentaire, je sais pas. Mais en tout cas, la personne qui a écrit cette postface explique que il a des longues discussions avec Günther Anders. Qui était un caractère assez trempé, pour lui expliquer que ce livre, oui, il a du sens, quoi. On peut le publier aujourd'hui. C'est pas un livre d'hier totalement obsolète. Et Anders résiste jusqu'au moment où son ami lui dit, mais tu sais, en vrai, lorsque tu seras mort, la première chose que je ferais, c'est éditer ce roman. Et là, il dit, bon, appelle l'éditeur tout de suite, parce que j'aime autant le voir de mon vivant. Et du coup, il lance la machine, la mécanique de la publication du livre. Et finalement, les épreuves arrivent à corriger. Anders est déjà à l'hôpital, il est déjà hospitalisé. Il a toutes les épreuves, on lui apporte, mais bon, il les corrige pas vraiment. Il écrit autre chose au dos des feuilles. Il est déjà parti sur autre chose. Et puis le livre est publié. Arrive le jour où son ami lui apporte. Donc la première, le volume édité de son roman à l'hôpital toujours, et dans le taxi il se rend compte que comme dans les années 70 il avait retravaillé, il avait barré, il avait fait une coupe au tout début et à la fin, mais après il avait donné instruction finalement de garder, comme il n'avait pas été au bout, il avait donné instruction de garder le texte original des années 30.
il s'aperçoit qu'en fait, il manque des bouts, quoi. Il manque le premier poème et il manque toute une annexe qui vient suivre le roman et qui est très importante. Et donc, évidemment, là, quand il lui apporte, il se fait engueuler. Ils sont obligés, du coup, l'éditeur est obligé de démonter tous les exemplaires existants pour insérer. Vous voyez que là, c'est des histoires extraordinaires, quoi. Ils insèrent la partie manquante à la fin. La partie manquante du début, c'est pas possible parce que c'est juste une page, donc c'est impossible à rajouter. Et du coup, quand la nouvelle édition arrive, Anders voit le livre, mais il n'est déjà plus capable vraiment d'en prendre, de se rendre compte que le livre existe, quoi. Donc vous voyez quand même cette histoire folle. Et ce livre a donc été publié en Allemagne en 92. Il n'a pas été traduit dans aucune langue pendant longtemps. Et donc, comme il m'intéressait de le découvrir, j'ai demandé à des amis de le lire. Et plusieurs personnes, au fil du temps, ont lu ce livre pour moi. Et c'est seulement maintenant que je peux lire la version complète du livre, ce que je suis en train de faire, un grand plaisir. Mais quand j'ai fait le film en 2012, c'est un ami qui a traduit des chapitres, un ensemble de fragments, une sélection à l'intérieur du livre. À l'intérieur duquel j'ai moi-même repris un certain nombre de fragments. Je sais pour commencer un petit peu. De toute façon, Picasso a souvent dit que quand il avait dû illustrer les sonnets de Ronsard, je crois, de mémoire, il ne les avait pas lus forcément. Mais qu'à la fin, ça tombait bien, ça allait. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait confiance dans le fait que je sentais à travers la lecture des autres œuvres d'Anders, je ne sais pas dire, une manière peut-être de voir le monde qui nous rapprochait. J'ai fait confiance que si je regarde un pont, comme Anders, je me demande qui l'a construit, pourquoi, etc. C'est-à-dire que j'ai un peu les mêmes réflexes, je crois. Et voilà, c'est une certaine peut-être culture, hein, mais enfin, une certaine approche, disons. Et du coup, effectivement, j'ai été assez émerveillé quand j'ai pu accéder à la partie du roman que Peter Hoffman qui a collaboré avec moi sur le film et qu'on voit dans le film lire le livre physiquement devant la caméra à certains moments. J'étais assez émerveillé du texte et c'est encore confirmé une deuxième fois aujourd'hui, c'est-à-dire de sa clairvoyance, de sa pertinence, de sa vision tellement précise et droite au but, quoi. Anders a vraiment une écriture, je trouve, extraordinairement sans gras, quoi. Vraiment, pouf, quoi, tac, 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 c'est au scalpel. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup cette forme aussi de fiction. Là, je le dis en tant que vraiment lecteur de base, hein, mais j'aime beaucoup cette forme vous savez, j'aime pas trop je lis pas beaucoup de romans et je suis pas, j'aime pas le cinéma narratif déjà tellement, enfin narratif, je veux dire la fiction, je la trouve trop, je trouve que il y a trop d'inutile dans un film de fiction pour moi. Dans un film de narration classique, etc. Et là, dans Anders, je trouve quelque chose qui est un roman, qui est une fiction, mais qui est tellement direct que ça, c'est vraiment ça qui me touche beaucoup chez lui, bien que voilà, ça cherche pas des mille détours, quoi. Peut-être ce qu'il faut dire, c'est que Anders, on pourrait le situer dans une famille
qu'on apprécie beaucoup, je crois, c'est-à-dire de Benjamin Kafka déjà. On est quand même très près de Kafka, du château, enfin ces lieux comme ça d'enfermement. Benjamin aussi, et puis après, pour nos générations, toute l'école de Francfort, et surtout Siegfried Kracauer, je pense pour moi, c'est ces deux auteurs assez proches dans leur façon de s'emparer de toutes les questions de leur présent au moment où ils écrivent, et et en même temps en développant une portée, encore une fois, voilà, totalement universelle. Et puis aussi Hannah Arendt, il faut rappeler que Anders a été un des époux de Hannah Arendt, donc il y a toute une famille aussi, il s'inscrit dans cette famille qui est quand même assez fondamentale pour nous, aussi bien en théorie qu'en fiction d'ailleurs, parce que, et Brecht évidemment. Brecht, oui, ça réfère, enfin, voilà, son dialogue avec Brecht. Et enfin, moi, je trouve que le texte de Brecht sur le retournement, c'est aussi, on en parlera tout à l'heure quand on va un peu entrer peut-être dans le livre, mais la question du retournement, elle est très en action en permanence chez Anders aussi, et effectivement Brecht. Oui, c'est sa manière effectivement de retourner les choses à chaque fois, de plusieurs fois dans chaque histoire, et extraordinaire, quoi. Il y a vraiment cette capacité, cette agilité, cette force du dialecticien, quoi, hein, dont il est question dans l'extrait, enfin dans plusieurs extraits qui sont dans le film, hein, mais cette question de je sais pas s'il faut dire la foi, mais la croyance dans le fait que la pensée et que le raisonnement est voilà, sa force et sa manière de penser que enfin, c'est toute la question de la vérité et du mensonge qui sont très évidemment fondamentales dans le livre, hein, puisque la Moluccie est gouvernée par le mensonge, on peut dire, dans un raccourci, et que les prisonniers, donc dans les geôles, qui sont dans le noir et qui se transmettent ces histoires, se transmettent voilà, des parts de vérité qui permettront un jour d'aboutir à la révolution et de faire triompher cette vérité et d'en finir avec ce monde de mensonges. Voilà, pour être très très bref et simplifié, parce qu'en fait justement tout ça est retourné, voilà, et le mensonge, la vérité se travestit en mensonge, le mensonge se travestit en vérité. Enfin voilà, il y a toute une dialectique comme ça, très intéressante à lire aujourd'hui, autour du mensonge et de la vérité, quoi. D'ailleurs, on ne peut pas savoir si Debord avait lu Anders, peut-être pas, enfin, étant donné qu'il n'avait pas été traduit. Mais quand... Oui. Moi, je parie que lui. Bon, je parierais que oui. Oui, mais parce que quand il dit le vrai et le moment du faux, j'avais relevé chez Anders, comme ça j'ai relevé quelques propositions pour nous. La vérité comme escorte du mensonge. Bon, c'est un peu aussi... on est aussi voilà, chez Debord d'une certaine manière. Et puis également, page 260, la vérité n'est rien d'autre que la véracité. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, il oppose ou il analyse tous ces concepts de vérité et de véracité qui plutôt renvoient à des effets de croyance. Enfin, ça, c'est très, très, très fort et ça va très loin justement dans le retournement, et aussi ce qui est fort dans ces textes en général, mais surtout dans la Moluccie, et c'est peut-être la force même là de ce roman ou de son écriture, de son imaginaire, c'est qu'en permanence, il défait la dialectique. Et ça, c'est très fort parce que effectivement, voilà, il défait tout ce qui pourrait finalement ressembler à une synthèse qui mettrait un point d'arrêt à une analyse ou à voilà. Et c'est en permanence, quels que soient les sujets dont il s'empare, le travail, la vérité, le camp, bref, toutes les questions, elles sont totalement toujours maintenues ouvertes. Et ça, c'est très très fort. C'est toujours en mouvement, oui.
C'est toujours en mouvement. Et ensuite, par rapport à toutes ces questions-là, évidemment, la question de la responsabilité des intellectuels aussi traverse complètement le roman. La question de l'exil aussi, mais la question de la responsabilité voilà, de la pensée et voilà, des intellectuels, la figure bon, de Heidegger, on peut dire, et la trahison des intellectuels. C'est quelque chose aussi qui est très très présent dans la Moluccie et qui certainement était très, très importante pour Anders. Oui. Moi aussi, il y a quelque chose, il y a page 146, il y a une notion là qui m'est apparue, évidemment assez fondamentale, y compris jusqu'à aujourd'hui, et qui, je pense, est aussi à l'œuvre chez beaucoup d'auteurs depuis, concernant les fables. Parce qu'au fond, c'est voilà, comme tu l'as dit, c'est des prisonniers ou bref, des personnages qui se racontent des histoires. C'est toute une série en permanence de fables. Donc, du coup, le livre est totalement discontinu du fait qu'on enchaîne en permanence, voilà, sur des fables. Mais par contre, ce qui est dit sur la notion de fable est assez fondamental. Il écrit « Les fables sont des appareils, non des images ». Et ça, appareil, voilà, dispositif appareil, c'est assez fort. Qu'il considère cette question-là comme ça. Et pas simplement d'un point de vue de la narration, par exemple. Oui, parce qu'il s'oppose à, disons, l'art pour l'art, quoi, qu'il cherche à ce que aussi les fables doivent aussi quand même avoir un sens. Il y a toute cette histoire où il est dans la forêt, où avec ceux qui démontent les poteaux indicateurs, il cherche la ville de Penx et il se retrouve à manger sur une table faite de poteaux indicateurs qui normalement indiquent le chemin. Et oui, il est assez clair là-dessus. Pour lui, bon, les fables doivent quand même. Enfin, il est dans cette démarche d'action et de mouvement, et même si, comme tu dis, effectivement, la dialectique est ouverte, malgré tout, bon, le sens de chaque fable est quand même assez clair, quoi. Oui, c'est chaque fois un énoncé, mais dans le mouvement même de ce qu'il énonce, voilà, c'est ouvert. Parce qu'après c'est retourné, parce que voilà, la fable suivante le retourne ou le complète ou le dialectique, enfin je sais pas comment dire, mais le poursuit quoi, autrement, vu sous un autre angle. Voilà, c'est sûr que cette pensée en mouvement est ouais, très impressionnante. Ouais. C'est-à-dire que c'est surtout pour inquiéter à la fois le lecteur ou le penseur, et certainement pas pour rester dans une forme de relativisme à tout prix. C'est pas ça non plus du tout qu'il faut peut-être comprendre chez lui, mais c'est maintenir une inquiétude toujours à vif et même voilà, un mal-être. Enfin, en tout cas, quand on lit le livre, on est secoué. Enfin, on n'arrive pas non plus à se poser dans un espace tranquille, en quelque sorte. C'est sûr, c'est l'intranquillité même, mais c'est pas du tout naturellement quelqu'un de parti. Et d'ailleurs, il y a une anecdote dans le livre d'entretien qui s'appelle « Si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ?» où il rencontre, c'est Manes Sperber, c'est ça, qui est lié au Parti communiste quand il est en France, et pour publier le roman, et ça colle pas, quoi. C'est-à-dire que il lui dit, le parti peut pas supporter un livre comme ça. Il dit, tant mieux. Mais voilà. Du coup, le bouquin sera pas édité, mais. Oui, il y a dans le mouvement du retournement aussi, ce qui est très frappant, c'est qu'à travers les récits, les positions, les postures, etc., il y a toujours aussi, enfin, il met toujours en œuvre l'échange des places. C'est-à-dire que voilà, un personnage n'est jamais totalement à sa place, et en tout cas échange sa place avec un autre, etc. Et donc ça, le mouvement des échanges des places est aussi un moteur assez fort pour lui, pour conduire les analyses. Et Qu'est-ce que tu aurais à dire sur l'histoire de l'échange des places? Parce qu'il me semble que dans ton film, on retrouve en permanence dans les 9 parties, finalement, un peu ce mouvement aussi.
Pour ceux qui étaient là hier soir, ils le savent, mais dire que le film est construit en 9 bobines de 16 mm, puisque donc, moi je travaille exclusivement en pellicule encore aujourd'hui, et que donc du coup le film arrive aux projectionnistes en 9 bobines, qui sont autant de chapitres si vous voulez. Et qu'il y a un petit jeu de cartes pour faire le tirage au sort, et avec ça on monte une version du film qui est à chaque fois différente, et où les chapitres sont assemblés de manière aléatoire. Donc chacun est autonome avec son son et son image, et correspond à un chapitre du livre, ou parfois un fragment d'un chapitre, parce que des fois, le texte du chapitre est plus long, mais voilà, ils sont donnés à la projection dans cet ordre aléatoire, ce qui aussi induit une circulation, enfin, dans le rapport, je pense, du spectateur au film, induit une autre forme peut-être d'intranquillité et de questionnement. Ça aurait pu être dans l'autre sens. Voilà. Ah oui, mais là, une belle coïncidence. Enfin, voilà, des choses comme ça qui m'intéressaient de mettre en œuvre pour ce film en particulier, et qui répond aussi à cette question de l'accès au texte partiel que je pouvais en avoir à l'époque, comme je l'ai expliqué. Ouais. Donc c'est les bobines qui changent de place finalement. Non seulement ce sont les bobines qui changent de place à chaque jeu, mais aussi dans les séquences portées par ces bobines, le choix qui a été fait, parce que finalement le livre est épais, et c'est un choix que vous avez fait, mais qui, je trouve, résume bien l'ensemble de... Voilà, c'est une extraction, mais qui, je crois, montre un bel ensemble de ce qu'est le livre, mais dans effectivement les séquences choisies, cette question de l'échange aussi, vous l'avez bien retenue. Peut-être pour faire une petite interlude, puisqu'il y a des interludes dans le film, lire un fragment, par exemple, que j'ai vraiment pris là aussi au hasard, mais qui donnera un peu une idée de l'écriture, qui se trouve à la page 88, s'appelle « 6e jour, l'histoire du premier agent de transmission » où parle dans le vide. Alors, j'extrais un petit passage. « Geôlier, dit-elle. » Elle parlait vraiment dans le vide. « Geôlier, tu n'es pas moins prisonnier que moi. Tu es enfermé par mon enfermement, contraint à contraindre le prisonnier. Geôlier, écoute-moi. » Et elle commença son histoire. Elle répétait cela tous les jours. Tous les jours, elle commençait ses nouvelles histoires par les mêmes paroles solennelles. Jusqu'au moment où l'auxiliaire fut vraiment devant la porte. C'était des années plus tard. Mais qu'est-ce qu'une année ? L'auxiliaire était venu la chercher pour que l'on l'interroge ou pour qu'on l'exécute. Il s'étonna d'entendre la femme de la cellule murmurer et l'écouta de l'extérieur pendant une demi-heure. « À qui parles-tu » lui demanda-t-il à travers la porte. Le murmure prit fin. « À qui parles-tu »« À toi, geôlier » répondit de l'intérieur la femme sans s'étonner, et elle continua sur le champ selon son habitude. « Tu n'es pas moins prisonnier que moi, enfermé par mon enfermement, contraint de me contraindre. Écoute-moi et transmets. »« As-tu souvent parlé » s'informa l'auxiliaire avant d'entrer. « Tous les jours » lui répondit-elle sur un ton très naturel, comme s'il était un vieil ami. « Et à qui parlais-tu tous les jours » demanda ensuite l'auxiliaire. « À toi, évidemment. À qui aurais-je pu m'adresser sinon ?» L'auxiliaire n'était pas une brute, etc., etc. Voilà. Donc, je crois que l'idée que effectivement le geôlier est tout aussi contraint que celui qui le contraint, ça renvoie aussi à d'autres histoires comme le briseur de grève. Enfin bon, il y a toutes ces fables à l'intérieur du récit. Oui, il y a quelque chose de vertigineux dans sa manière d'arriver à construire les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, les prisonniers se racontent ces histoires de résistance de génération en génération. Le plus vieux s'appelle toujours Holo, le plus jeune s'appelle toujours Yegoussa. Et au fur et à mesure, ils prennent ces noms, au fur et à mesure de leur arrivée.
Mais en fait, ces histoires n'ont pu être préservées que parce que les gardiens écoutent. Ce sont les gardiens qui les notent. Et c'est eux qui vont finalement rendre la révolution possible à travers le fait qu'ils ont noté ces histoires de résistance. Vous voyez, c'est tout comme ça, quoi. C'est assez incroyable, quoi. Et puis l'économie, l'histoire de Bingo, le briseur de grève, qui renvoie à une économie aussi tout à fait ironique, en quelque sorte. Tu peux peut-être raconter en 2 minutes. Oui, ben je sais pas. Tu veux qu'on en lise un fragment ou déjà peut-être raconter comment il place en perspective cette question des briseurs de grève. Oui, c'est en grève en ce moment. Donc. C'est ça. Oui, c'est Bingo, le briseur de grève. Donc, c'est un ouvrier, donc un paria, puisque bon, voilà, la terminologie du livre, c'est les parias, et les patrons, c'est les magnats, les magnats. Donc Bingo est un ouvrier, un paria qui se rend compte que la position de briseur de grève peut être confortable parce qu'elle peut permettre d'avoir une somme d'argent du patron. Mais il décide de l'organiser de manière un peu plus structurée, et donc avec une quinzaine d'autres parias, il constitue une équipe de briseurs de grève qui se mettent à la disposition du patron pour permettre de continuer la production s'il y a grève, et donc de s'enrichir grâce à cela. Ça marche tellement bien que derrière ils se disent que il faut faire ça dans les autres usines, dans les autres mines du pays, et donc au lieu d'être 15 rapidement, ils sont 150 ou 1500, 15 à chaque endroit pour briser les grèves, et puis finalement donc ça devient une entité économique encore beaucoup plus importante, et puis finalement ils se rendent compte que en ne brisant pas la grève à un endroit, ils peuvent avoir de l'argent de la concurrence. Et donc du coup ils organisent et voilà, et tout ça prend de l'ampleur et devient extraordinaire, et deviennent un auxiliaire total du pouvoir, complètement structuré. À la fin ils acquièrent même les entreprises, quoi. Et c'est assez formidable à lire aujourd'hui, quoi. Puis il y a d'autres passages aussi, un peu dans cette logique, où on lâche un peu du lest de temps en temps, pour que le système se renforce toujours plus. Ce passage qui s'appelle « Le jour du règlement des comptes », c'est pas mal non plus, intitulé « Le 26e jour », donc page 193. Alors, j'ai pas très bien photocopié, mais bon. Un jour avant le début de l'été, que nous appelons également le jour du règlement de compte, était le plus important des jours de la fête nationale dans la Maulussy d'autrefois, commença au lot. Il présentait à chaque paria, à chaque créancier, à chaque personne qui avait subi un dommage, un outrage ou une quelconque injustice, de franchir les limites des bonnes mœurs et de dire sa vérité à ses supérieurs, voire de les punir, afin que, comme disent les textes officiels, avec une sincérité bien calculée, ouvrez les guillemets, se révèle un jour dans l'année, derrière la fausse voie sociale maulussienne, le combat de tous contre tous. On dit parfois tellement vrai. Tous les citoyens, magnats, propriétaires d'esclaves, de plantations et de carrières, donc les mines, devaient quitter toutes les maisons aux aurores pour passer la journée dans la rue et se rendre ainsi disponibles aux réquisitoires et aux corrections de leurs créanciers jusqu'au coucher du soleil. L'ensemble de la population maulussienne s'y pressait, car il n'y avait personne qui n'avait jamais subi une injustice dans l'année. La fête débutait par un rire joyeux, un rite, une parodie de procession de grand style, appelé le jeu de la compensation. Au lever du soleil, quand tombaient les barrières des quartiers des castes, les magnats se dirigeaient vers les quartiers des pauvres à l'intérieur de la ville, pendant que les pauvres sortaient de chez eux et se dirigeaient vers les cités-jardins des plus riches.
Les deux cortèges chantaient les mêmes chansons. Sur les larges routes des campagnes dépourvues d'arbres, où vivent les castes moyennes, les deux armées défilaient l'une à côté de l'autre, pareilles à deux cours d'eau coulant parallèlement. À gauche, celui des manias, à droite, celui des parias. Le premier de ces deux cortèges, que les parias appelaient la chenille, était peut-être limité par un début et une fin visibles. Il ne pouvait pas rivaliser en longueur avec celui des parias, mais les parias, bien disciplinés, s'en tenaient à la vieille règle du fair play, selon laquelle on ne profite jamais de sa supériorité numérique. J'arrête là, mais parce qu'après c'est infini, mais voilà, c'est aussi... souvent, ces fables reviennent régulièrement. Voilà, l'échange des rôles aussi, mais en même temps pour que tout continue à se perpétuer de manière encore plus systématique et sévère. Oui, tout à fait. Et avec l'arrivée de Bourroux, qui est la figure d'Hitler, voilà, qui est mis en place pour faire cette fausse révolution qui ne change rien, en fait, enfin, qui renforce au contraire l'ordre établi, quoi. Et ça, c'est très, très limpide aussi et très bien analysé, quoi, dans toute la partie qui s'appelle la terreur ou sur la terreur, ou je sais plus quoi. Ben oui, il y a cette clairvoyance qui résonne aujourd'hui de manière impressionnante. Voilà, dans le film, il y a cette partie qui s'appelle Le mot le plus fort, voilà, avec Bourroux justement qui veut se faire élire, puisque il dit on n'élit pas celui qu'on aime, on aime celui qu'on a élu. Et donc, comme il veut pas donner de choix, il dit mais c'est pas grave, s'il n'y a pas de choix, il faut utiliser le mot et c'est le mot le plus fort, c'est et donc toutes les contradictions peuvent être résumées par voter pour moi pour avoir ça, et comme ça, en tout cas, voter pour moi, quoi. Et c'est voilà. Oui, le et qui revient. C'est ça. Moi, ce qui m'a aussi pas mal intéressé dans le livre, et enfin chez Anders d'une manière générale, dans ses autres textes, mais aussi chez d'autres, notamment Krakauer, c'est le fait qu'il met souvent en scène, ou en tout cas il évoque souvent tous les modes d'enregistrement. On sait que Hitler s'est servi de la radio pour la propagande, etc., et que la radio d'ailleurs se développe à ce moment-là, mais chez Anders aussi, et notamment dans la Moluccie, il est souvent fait référence à tout ce qui concerne voilà, les formes dialogiques, la radio, l'enregistrement, et ça c'est important aussi. Et d'ailleurs dans ton film, justement ce qui est bien, ce qui est fort, c'est que précisément la voix qu'on entend n'est pas premièrement une voix off, évidemment, c'est une voix qui lit un texte, et à la fin on voit le dispositif, où est le lecteur qui est filmé en train de lire, et presque on t'en perçoit toi aussi dans le champ en train d'enregistrer. Voilà, donc ça c'est peut-être quelque chose aussi que tu avais voulu faire dès le départ, c'est-à-dire pas simplement mettre des images et du son ou des textes, mais de donner à percevoir un dispositif d'enregistrement. Et de la machine, en fait, aussi, pour parler comme Anders. Oui, ça me paraissait naturel par rapport à ce que j'ai raconté tout à l'heure de la question de ce texte, du fait d'avoir besoin d'un passeur, ou de plusieurs d'ailleurs, il y en a eu, mais le dernier c'était Peter. Donc de mettre en scène cette situation, quoi, qui m'avait amené, qui faisait partie de la fabrication de ce film. Donc ça me semblait bien, effectivement, d'avoir Peter devant la caméra en train de lire l'exemplaire du livre, quoi. Oui, bon, il y a forcément... oui, il y a ça dans un certain nombre de films. Ça me semblait important par rapport à la question du texte et aussi par rapport au roman lui-même, c'est-à-dire effectivement le fait de se transmettre des histoires et le centre du livre, du roman lui-même, de la narration elle-même. Donc c'est une manière pour le coup, c'est une adaptation. Chez Anders aussi, comme tous ces penseurs allemands là, de l'école de Francfort au sens large, ou post-école de Francfort d'ailleurs, il y a énormément,
évidemment dans l'obsolescence de l'homme aussi, mais dans la Moluccie, beaucoup de passages, ou en tout cas une analyse de l'espace public. Qu'est-ce qu'un espace public? Qu'est-ce qu'une communauté? Comment, évidemment, le politique travaille et s'empare de la question de l'espace public. Donc il y a des descriptions aussi de cérémonies, de fêtes, là j'en ai parlé, mais également de moments sociaux qui sont architecturés, qui sont évidemment mis en forme par le pouvoir, etc. etc. Et ça, c'est aussi important, je trouve, dans ce texte et dans les autres. Peut-être, puisqu'on a parlé de l'obsolescence de l'homme, peut-être tu pourrais aussi dire que dans ton travail en général, toi, tu t'es plutôt préoccupé de l'obsolescence des supports. Et voilà, et c'est un peu... Parce que je pense que c'est quand même assez important de se dire pourquoi, finalement, il y a cet auteur, d'autres auteurs, et ce que tu fais depuis... Oui, on peut parler un petit peu de ça, en s'éloignant un petit peu plus de la Moluccie, mais pas tellement d'Anders, effectivement. En fait, avec quelques autres, depuis 25 ans, on récupère les outils du cinéma photochimique, c'est-à-dire les outils de laboratoire, en fait. Dans le contexte des années jusqu'aux années 2010 presque, on va dire que la norme était donc de tourner en pellicule. Ce qui veut dire que les étapes de développement des originaux, de tirage des copies, etc., étaient dévolues principalement à des laboratoires commerciaux. Et dès les années 90, on a pu commencer à récupérer des outils de laboratoire et donc à s'organiser entre cinéastes pour les partager, les remettre en route, les utiliser, apprendre à s'en servir pour faire des films. Et donc, on a monté une structure à côté de Paris qui s'appelle l'Abominable, au départ à une dizaine, puis ensuite comme c'est ouvert et qu'il y a des cinéastes qui viennent y travailler, ça a grandi. Un certain nombre de films se sont faits et se font avec cet outil. Ce phénomène a existé naturellement pas que nous. Donc il y a aujourd'hui plus d'une soixantaine, on appelle ça des laboratoires cinématographiques d'artistes ou de cinéastes, qui sont des endroits donc où des gens qui font des films mais qui veulent les faire en utilisant ce support particulier qui a ses spécificités, peuvent même aujourd'hui continuer à faire leurs travaux en utilisant toutes ces machines. Et du coup, la question de la technique, d'abord, moi j'ai une formation technique au départ, et cette question, évidemment, du coup, m'intéresse beaucoup. Et donc, je vais vous lire deux phrases de l'obsolescence de l'homme. Vous allez tout de suite comprendre qu'on est dans le sujet. Tome 1, page 17. Rien ne discrédite aujourd'hui plus promptement un homme que de critiquer les machines. Okay. C'est toute la question de ce qu'il appelle la honte prométhéenne. Donc, vous voyez, Journal de Californie, 11 mars 1942. Ce matin, donc 42. Ce matin, je crois bien avoir découvert la trace d'un nouveau pudendum, d'un nouveau motif de honte encore inconnu dans le passé. Pour le moment, je l'appelle la honte prométhéenne. Et j'entends par là la honte qui s'empare de l'humiliante qualité des choses qu'il a lui-même fabriquées. Donc tout le rapport à la technologie, à la technique qui va être démultipliée par les bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki qui
sais même pas si on peut dire révolte, c'est encore beaucoup plus fort que ça, qui retourne complètement Gunther Anders, et sur lesquels il écrit dès le début à quel point ils sont non seulement sauvages et criminels, mais alors comment comment leur importance historique est majeure. Il est quand même un des rares à l'époque à oser, à écrire ça. Hein, et ça explique aussi qu'en Amérique, il n'a jamais été très bien. Ça s'est pas très bien passé, notamment pour cette question. Et il poursuit ça dans une critique de la technologie et de la société de consommation qui est extraordinaire. Et par exemple, j'ai une autre petite citation plus loin, toujours dans le tome 1, page 121. Tout le monde est d'une certaine manière occupé et employé comme travailleur à domicile. Un travailleur à domicile d'un genre pourtant très particulier. Car c'est en consommant la marchandise de masse, c'est-à-dire grâce à ses loisirs, qu'il accomplit sa tâche, qui consiste à se transformer lui-même en homme de masse. Alors que le travailleur à domicile classique fabriquait des produits pour s'assurer un minimum de biens de consommation et de loisirs, celui d'aujourd'hui consomme au cours de ses loisirs un maximum de produits pour, ce faisant, collaborer à la production des hommes de masse. Et j'ajoute, tome 2, quand les sirènes des usines annoncent la fin du travail, elles annoncent toujours en même temps que maintenant entre en scène l'inévitable pouvoir absolu des marchandises et des médias de masse, que maintenant nous leur sommes soumis, que maintenant commencent les heures où nous allons être leurs employés sans contrat et sans limite, les heures dans la boue où nous allons devoir nous débattre et suer pour accomplir notre tâche de loisir. Franchement, dès les années 50, 60, Gunther voit ça et l'écrit. Et c'est pour ça que moi je suis persuadé que Guy Debord a lu Anders. Ça semble très, 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 très évident. Même si la pensée d'Anders n'a pas vraiment diffusé en France avant, effectivement, cette publication en 2000 du premier tome de l'obsolescence. Mais cette critique donc de la société, bon là c'est la société de consommation, mais vraiment cette critique très fine de la technologie comme étant le moteur du monde, encore plus que les systèmes politiques, et comme étant vraiment au fondement de la société capitaliste d'aujourd'hui. Bon, c'est sûr que nous, de notre point de vue de cinéaste qui est en train, au départ, de fabriquer en marge de l'industrie ces films avec des machines qui parfois coûtaient des centaines de milliers d'euros et qui tout d'un coup, parce que l'industrie n'en avait plus besoin, jetaient à la benne. Bon, elle m'a touché, quoi. Et quand j'ai fait le film, c'était 2012. Je l'ai terminé en 2012. C'était la période pile de la bascule de la projection dans les salles de cinéma vers le numérique. Et donc la période où tous les laboratoires commerciaux, pour le coup, ou presque, se sont écroulés, et où là, du coup, on a pu à la fois assister à des, à des moments très tristes et très violents envers des gens qui parfois avaient un métier, une technicité extraordinaire et qui se retrouvaient balancés du jour au lendemain parce que tout ça ne servait plus à rien. À la fois récupérer des tonnes de matériel qu'on n'aurait jamais pu récupérer avant parce que on nous aurait jamais laissé, on n'aurait jamais eu les moyens. Et en même temps avec une nouvelle responsabilité, quelque part, de se dire si on veut continuer à travailler en pellicule,
il va falloir qu'on sache effectivement se servir de tout ça, aller jusqu'au bout, savoir tirer des copies sonores, savoir faire un certain nombre de choses qu'on maîtrisait pas bien avant parce que même on n'avait pas vraiment les outils. Et c'est ça qui a mené à ce que aujourd'hui on essaie de fabriquer ce lieu qui s'appellera le navire Argo. Alors de manière très ironique, donc ça serait le lieu où on va, parce que là pour l'instant on est en stockage, on a perdu le lieu où on était, on est une poignée, on est dans la marge, hein. Voilà, on n'a jamais payé de loyer. On a eu la chance d'abord d'être dans des caves, nous aussi, justement. Et d'ailleurs, quand j'ai tourné Peter, c'était dans une cave, la cave du labo à Asnières, dont on s'est fait expulser. Je raconte cette anecdote, excusez-moi, c'est un détour, mais elle est quand même marrante. C'est que c'était des locaux privés, et puis le monsieur âgé qui nous avait signé un bail précaire de 6 mois et qui nous avait laissé rester 15 ans, est finalement décédé, et son petit-neveu, lui, l'entendait pas tout à fait pareil, donc tout de suite avocat bidule, et en un an, évidemment, on s'est retrouvé expulsé. C'était le moment où j'étais en train de terminer le montage du film, donc on a extrait tout le matériel du labo, sauf la table de montage, qui est restée en place, et les huissiers sont venus fermer. Et au mois d'août 2011, du coup, j'arrivais à rentrer par une anfractuosité dans le sous-sol, parce que les huissiers avaient mal fait leur travail, évidemment, et que donc il y avait une faille. Et donc on passait par la faille, Nathalie m'aidait à passer, parce qu'elle arrivait mieux à passer d'abord, et puis après elle m'ouvrait plus grand. Et puis j'ai terminé le montage du film, donc dans la cave vide, avec juste la table de montage. Pendant tout le mois d'août. Voilà. Et puis, au final, on a rappelé les huissiers en disant qu'on avait oublié quelque chose, et on a sorti la table, quoi. Donc, pour terminer le montage du film, du coup, je me suis perdu, pardon, mais ça valait peut-être le coup de raconter ça. Voilà, le navire Argo. Donc, aujourd'hui, à nouveau, on est dans une situation similaire. On est en stockage, et on est en train, parce qu'on a perdu les locaux qu'on a eu ensuite grâce à la ville de La Courneuve pendant 10 ans. Mais enfin, 850 mètres carrés gratuits à Paris, en région parisienne, c'est pas facile. Donc voilà, l'idée, c'est que il se trouve qu'à Épinay-sur-Seine, où il y avait cet énorme laboratoire qui s'appelait les laboratoires Éclair, qui était le plus gros laboratoire commercial de France, qui a fermé en 2015, la ville a racheté ce site. Et donc on a proposé à la ville d'Épinay de consacrer une partie des bâtiments, un bâtiment en fait, donc presque 2000 mètres carrés, 1600 mètres carrés, à reconstruire notre laboratoire et avoir une salle de projection dédiée à la question du cinéma argentique. Et c'est ça qu'on est en train de construire, et pour lequel on est encore en recherche de financement pour arriver à financer les travaux, en échange desquels on pourra être 35 ans, comme 35 mm, gratuitement dans ces vastes locaux, pour asseoir le projet de cinéastes qui continuent à travailler en pellicule, qui fabriquent des films, et qui, ce faisant, perpétuent des savoir-faire eux aussi, qui sont précieux de savoir perpétuer, à la fois pour nous, et puis souvent en lien aussi avec nos amis du monde des archives du cinéma, parce que voilà, et c'est très impressionnant la vitesse à laquelle les connaissances et les savoir-faire autour du photochimique ont été balayés. Ouais. Voilà, donc voilà comment j'en suis arrivé à Anders, c'est par rapport aux questions techniques, et bon, du coup je me permettais de faire cette petite panorama de un petit peu de ce qui nous agitait, face de cet outil qui nous permet de faire ces films aussi comme ça, parce que ce serait pas vraisemblable de faire des films en pellicule aujourd'hui et demain, en s'appuyant sur les lambeaux d'industrie qui existent encore, qui sont devenus extrêmement fragiles, et de toute
toute façon inaccessible à la bourse du cinéaste désargenté. Mais pour autant, la question de l'obsolescence du support, elle est rebattue aujourd'hui parce que, oui, jusqu'en 2010, etc., il y a eu un peu une bascule là, dans les années, milieu des années 2000 et quelques, mais en même temps, on s'est aperçu, évidemment, on le savait un peu par avance, mais on s'est aperçu que l'analogique était quand même le support le meilleur et le plus pérenne pour conserver le numérique. Par exemple, il faut savoir que le premier qui a compris ça, parce qu'il avait de l'argent, c'est Pinault. Pinault, qui a une énorme collection de vidéos, a été l'un des premiers à la faire conserver en encodant, comme si le cinéma et l'analogique venaient prendre en protection dans ses bras le numérique, enfin la vidéo et le numérique ensuite, comme support plus pérenne de conservation. Et puis il faut savoir aussi qu'aujourd'hui à Paris, il y a des cinémas qui, c'est très chic, ça devient même une information de communication valorisante, font savoir qu'ils sont en train de racheter des projecteurs 35 et de remettre dans les cabines du 35. Donc c'est un événement mondain même. Voilà. Donc comme quoi cette histoire, heureusement, n'est pas terminée. Et voilà, il faut peut-être aussi le dire. Il y a ce retournement qui fait que de toute la façon... question de la conservation, effectivement, est centrale dans ce retournement. Elle a permis, effectivement, peut-être à Kodak aussi d'arriver à passer le cap d'une chute faramineuse de ses ventes et de rester actif et à toujours fabriquer ce support, sans lequel, évidemment, on serait bien démunis pour tourner en pellicule. Et il faut quand même le dire, c'est l'un des paradoxes. Et du coup, effectivement, conserver des données numériques sur le long terme n'est pas impossible, mais est très coûteux. Parce que ça veut dire recopier les données en permanence en fait pour assurer leur intégrité. Donc c'est comme des data centers en boucle si vous voulez pour arriver à conserver des films dans toutes leurs versions, etc. Et dès la fin des années 2000 par exemple, parmi les premiers qui se sont rendus compte des questions que ça posait, c'est les studios américains qui plaisante pas trop avec ça, dans le sens où ils produisent des films, mais ils veulent être capables, dans 100 ans plus tard, de gagner de l'argent avec si c'est considéré comme un chef-d'œuvre dans 100 ans. Ce que personne ne sait dire au moment où le film est produit, évidemment. Et du coup, dès cette époque-là, ils ont acquis la certitude que la meilleure manière de conserver à long terme, quel que soit le format de production, même si ce sont des films tournés en numérique, c'est de revenir au 35 mm pour la conservation, un négatif image, un négatif son, voire un négatif image pour le rouge, un négatif image pour le vert, un négatif image pour le bleu, sur de la pellicule noir et blanc. Et là, on parle de plusieurs siècles. Et sur les supports actuels du cinéma, effectivement, avec des conditions de conservation qui sont relativement faciles à obtenir en termes de température et d'humidité, posées sur une étagère, effectivement, on parle en siècles. Et que donc, à partir de là, la conservation numérique, c'est pas forcément le meilleur plan. C'est effectivement un des paradoxes qui font que tourner en pellicule reste possible, et il y a une part dans l'industrie de cinéastes effectivement qui continue à tourner en pellicule, même si les films sont largement projetés en numérique partout maintenant. Et que la question de la projection de copie reste effectivement encore une autre question un peu brûlante à la fois pour nous cinéastes qui produisons, pour les archives, pour ceux qui veulent savoir programmer les films. Si vous voulez, je ne vais pas parler à la place de... Peut-être vous voudrez intervenir, mais
pour une archive, ça pourrait sembler finalement assez naturel l'idée d'un musée est de reproduire l'expérience des spectateurs à l'époque où ils ont vu l'œuvre. Et donc, l'idée de restauration et l'idée de présentation des œuvres semble quand même induire que, étant donné que la différence de nature qui moi, mais vraiment extrêmement perceptible entre la projection en pellicule et la projection en numérique, s'il y a un endroit où on devrait pouvoir avoir cette expérience, c'est déjà forcément dans les archives et dans les cinémathèques. Et vous avez de la chance, vous avez parmi les plus intéressés par la question à Toulouse, quoi. En Europe, je dirais, voilà, mais c'est un combat qui est compliqué parce qu'il est sous la pression de l'argent, hein, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que les distributeurs, les ayants droit, poussent au numérique. Voilà, évidemment, il y a cette... voilà, on y revient. On peut dire que dans l'espace... On s'éloigne d'Anders. Non. Oui et non. Non, je ne crois pas, puisque la question de l'obsolescence, là... paradoxalement, elle est rejouée. Mais en tout cas, dans l'espace muséal, dans les musées en Europe ou même ailleurs, il y a un grand retour aussi à des œuvres 16 mm, 35 mm, mais projetées en 16 mm et en 35 mm. Et donc, par exemple, en ce moment, au musée Reina Sofía à Madrid, il y a dans la section contemporaine, il y a au moins 2 œuvres d'une artiste, dont l'une s'appelle Rosa Barba, par exemple, qui est projetée en 35. Donc, il y a le projecteur 35 dans la salle. 16 mm, c'est même devenu très commun et banal. Mais il y a à nouveau la représence des projecteurs 35 dans les salles pour projeter des œuvres dans leur support d'origine. Ça, il faut le noter quand même, ça revient. Avec tout ce que ça implique à la fois d'image et de son aussi. C'est important, le son. Ouais. Sinon, j'ai une petite citation encore pour vous achever. Alors, c'est dans le tome 2 de l'obsolescence de l'homme aussi. S'il y en a qui veulent, j'en ai quelques-uns, pas beaucoup. Mais j'utilise l'adjectif totalitaire aussi rarement que possible. Et à vrai dire, parce que je considère qu'il est mal employé et à peine moins suspect que la chose qu'il désigne. Si je l'emploie malgré tout ici, c'est pour le corriger, c'est-à-dire le remettre à la place qui est la sienne. On sait que cette expression est employée presque uniquement par des théoriciens et des politiciens qui affirment solennellement être citoyens d'États non ou anti-totalitaires, ce qui la plupart du temps revient à faire de l'auto-justification ou de la flatterie. Dans 99 cas sur 100, on considère le totalitarisme comme une tendance d'abord politique ou un système d'abord politique. Je crois que c'est faux. À la différence de la majorité, on défend ici la thèse que la tendance au totalitaire appartient à l'essence de la machine et qu'à l'origine, elle vient du domaine de la technique. Que la tendance inhérente à chaque machine en tant que telle, la tendance à maîtriser le monde, à profiter de façon parasitaire de ces éléments non maîtrisés, à fusionner avec d'autres machines et à co-fonctionner comme elles sont, comme des pièces à l'intérieur d'une machine totale unique, constitue le fait fondamental. Les années 60. 69. Et un dernier petit Internet, ça l'a achevé. 92, c'est l'année d'Internet, je pense que... Oui, ça, c'est sûr. Et juste une petite chanson, parce que dans le texte La Moluccie, il y a des chansons. Toujours dans la réflexion d'Anders sur la contingence, ça s'appelle La Nuit. Et la chanson, c'est « À notre naissance, nous avons été largués. Nous sommes là, dans ce monde, à cela, aucun diable ne peut rien changer. Nous y sommes nés, nous y avons été largués, jusqu'à ce qu'on nous en déloge. Personne ne sait ce que nous faisons ici, personne ne connaît le terminus, personne ne paie les frais du voyage, à part nous. À notre naissance, nous avons été largués et restons plantés là dans ce monde. »
Il s'agissait d'une rencontre avec le réalisateur du film Autrement, la Moluccie, Nicolas Ray, et avec Pascal Cassagno, responsable des collections audiovisuelles et nouveaux médias au Centre national des arts plastiques, lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 22 avril 2023 autour de Günther Anders, dans le cadre des 2 journées des 21 et 22 avril consacrées aux écrivains allemands Ernst Jünger et Günther Anders, organisées par le CNAP, la librairie Ombre Blanche et la Cinémathèque de Toulouse. Réalisation et mise en onde, Radio avec Radio Plus et Radio Terre.